en arrivant en 96 en France, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Et par hasard, je suis rentrée dans un atelier terre à la Croix de Néra, à Clermont-Nord. Et je suis tombée amoureuse de cette matière qui est la terre en 96. C'est un rapport très physique déjà, physique mais pas agressif. C'est-à-dire la sculpture sur pierre, ça demande un côté physique. Là, c'est vrai que je travaille avec un couteau, mais c'est beaucoup plus sensuel. Et ce qui est magique pour moi, c'est qu'on prend un pain de terre qui est un parallélépipède rectangle de boue un peu solidifié, et on arrive à en sortir des choses qui sortent, voilà, qui sortent de soi. L'acte de création, de transformer cette boue en autre chose, c'est magique, c'est magique. Alors, le raku, c'est une technique qui consiste à prendre une pièce, à créer une pièce. Je fais une première cuisson dans le four que vous voyez là. C'est un gros four électrique qui monte à 1000 degrés, très très lentement, et puis qui redescend en température très très lentement. La première opération, c'est un biscuitage. Les pièces qui sont blanches là ont été cuites une première fois. Ensuite, je mets de l'émail dessus et je les mets dans un autre four, un four qui est à l'extérieur, qui monte aussi à 1000 degrés. Et quand j'arrive à 1000 degrés, j'ouvre mon four. L'émail qui est, on va résumer ça, c'est du verre pilé avec des colorants dedans, c'est un gros résumé, va subir un choc thermique. Donc l'émail va se craqueler quand je vais ouvrir mon four, 1000 degrés par rapport au zéro d'aujourd'hui, l'émail va se craqueler. J'attrape cette pièce avec des grandes pinces et je la mets dans de la sciure de bois. La sciure de bois va s'enflammer, va noircir partout où il n'y a pas d'émail et va noircir également toutes les craquelures que le choc thermique a créées dans l'émail. Les pièces qui sont ici, les craquelures que vous voyez là, ce sont des pièces qui ont été cuites au raku. Raku est un terme japonais. On oublie son cerveau. On fait passer le sentiment de là aux mains. Giacometti disait « ma plus belle œuvre sera la dernière ». Ben voilà, ce qui est beau, c'est le chemin. Chaque pièce m'apporte quelque chose, m'apporte voilà, un certain plaisir dans la manière de la faire. Tiens, j'ai trouvé quelque chose, c'est sympa, ça me plaît bien, ça, je vais pouvoir le réutiliser ou pas, mais voilà. Alors, la déesse préhistorique, au départ, si on regarde la plupart des déesses préhistoriques, elle va avoir une forme de losange. Et ma théorie, c'est que pour moi, les déesses préhistoriques, c'est des femmes qui les ont faites. Mais bon, les historiens vont m'arracher les cheveux, c'est pas grave, c'est qu'un sentiment personnel. Vous vous imaginez enceinte, donc vous ne voyez pas la tête, vous voyez très peu les épaules, vous voyez un gros bidon au milieu et les pieds qui partent comme ça en pointe. C'est la forme de la déesse préhistorique telle qu'on en a retrouvé de nombreuses à travers le monde. Donc cette forme-là m'a intéressée avec le losange, avec au milieu, vraiment le point central, c'est le ventre. Le gros sein, un gros ventre, un pubis, vraiment, ça c'est le point qui était le plus important aussi pour ces petites dames préhistoriques qui gonflaient tout d'un coup et puis qui accouchaient sans trop savoir ni pourquoi ni comment. Par contre, en sculpture, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. J'en ai quelques-unes à suspendre qui ont cette forme-là. J'en ai une autre également avec un socle. Mais après, le socle fait-il partie de la sculpture ou non? Comment l'adapter? Comment le faire s'oublier par rapport à la pièce? C'est assez compliqué. C'est dans ce sens-là que je leur ai coupé les jambes à mes petites sculptures. Mais si je leur coupe les jambes, le ventre n'est plus le point central. Comment remettre le ventre au niveau central? En l'exagérant vraiment, en faisant vraiment en sorte que les gens ne voient que ça. En laissant tomber la tête, voilà, quand on les regarde, c'est d'abord un ventre. Et puis une expression, et puis des attitudes quand même différentes, parce que je veux les personnaliser un petit peu quand même. Et les habiller de dentelle, c'est leur donner un signe de féminité actuelle. Est-ce que vous leur donnez des noms à vos sculptures? Oui, mais après, quand je vois leur tête au sortir du four, et puis parfois c'est mon mari qui donne les noms, et parfois je les garde et parfois pas.
j'aime bien qu'elle. Moi, je suis une grande raconteuse d'histoires, donc j'aime bien que mes pièces racontent des histoires aussi. En leur donnant un nom, ça permet de les raccrocher, voilà, de les raccrocher dans une histoire. Maintenant, c'est vrai que il y en a qui parlent d'elles-mêmes, que j'appelle sirènes, parce qu'elles me font penser à une sirène, tout simplement. Et mes déesses préhistoriques, ben voilà, j'ai des catégories de reines-mères, de déesses préhistoriques, de déesses de la terre, de Vénus. Après, le nom n'a plus d'importance sur celle-là, c'est leur caractère différent qui est sympa.